Enseignants et parents d'élèves du collège de Gourbert font monter la pression. Craignant la fermeture à terme de l'établissement, ils ont bloqué celui-ci avec l'espoir d'éveiller l'attention de l'opinion publique. Et nouvelle vie en perspective pour 17 jeunes des Abîmes. Recrutés en chantier d'insertion, ils ont reçu leur diplôme. Un satisfecit pour la municipalité qui a fait de ce dispositif son cheval de bataille pour générer de l'emploi. Et plus que quelques semaines avant l'ouverture des bassins de Ravenschaud, ce soir, ATV Guadeloupe vous fait visiter la structure qui renaît de ses cendres. Bonsoir, nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce mardi 24 mai. L'unique collège de Gourbert va-t-il disparaître ? L'établissement qui accueille pas plus de 280 élèves ne cesse de voir ses effectifs diminuer. Pour alerter la population sur la situation estimée absurde, le syndicat national des enseignants du second degré, le SNES, a bloqué l'établissement ce matin. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Ils l'avaient annoncé, ils sont passés à l'action. Très tôt ce matin, les professeurs affiliés au syndicat national des enseignants du second degré ont bloqué l'accès au collège et brandi les pancartes revendicatives pour informer la population. À la rentrée prochaine, 2 professeurs en anglais et musique partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Et le poste d'enseignant en arts plastiques est tout simplement supprimé. Ce qui est énorme sur notre toute petite équipe de Gourbert. Et ça nous fragilise énormément concernant les projets, concernant les actions qu'on a menées tout au long de cette année et les années d'avant. On espère vraiment que le rectorat va nous entendre. On espère vraiment qu'ils vont comprendre qu'on voudrait pouvoir travailler correctement. L'enseignant d'arts plastiques, également porteur de projets en direction d'un public dyslexique et un public en difficulté, une méthode de valorisation qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui est jetée aux orties. Si on supprime le dynamisme d'un établissement, à terme, on a un établissement qui s'endort et ce qu'on craint, c'est la fermeture de notre collège. Donc effectivement, on aimerait beaucoup que ça change. Qu'on voudrait se mobiliser pour nos élèves, pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir fonctionner dans l'établissement. On espère vraiment que le rectorat va nous entendre. On aimerait la réouverture de ces postes, effectivement, des postes qui nous ont été supprimés de manière injustifiée. La principale, Claudie Delray, est confiante quant à la continuité de l'enseignement qui sera dispensé malgré les suppressions de postes. Les parents, eux, sont sceptiques et certains ont même décidé de soutenir l'action des grévistes. Et les représentants syndicaux ont obtenu une entrevue au rectorat avec l'inspecteur pédagogique régional de vie scolaire. Ils seront fixés sur l'avenir de cet établissement à la rentrée prochaine. Et au même moment, s'achevait le congrès de la FSU à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre. La première fédération syndicale du monde éducatif s'inquiète des nouvelles réformes que souhaite mettre en place le gouvernement. Les représentants ont voté ce matin plusieurs motions, des propositions qui seront présentées au Congrès national dans quelques semaines. L'école va mal. Les nouveaux rythmes scolaires ne semblent pas donner les résultats escomptés. Le rapport sur les effets pédagogiques n'a toujours pas été communiqué aux enseignants. En Guadeloupe, le syndicat national unitaire des instituteurs avait demandé une dérogation pour l'application de la semaine des 4 jours dans les îles du Sud. Au SNUIPP, on souhaite étendre cette dérogation à toute la Guadeloupe. Une motion en ce sens a été rédigée et votée. Je le dis toujours, il faut faire le pari de l'intelligence. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ces rythmes ne vont pas. Et que les collègues sont hyper fatigués, que les enfants aussi sont fatigués. Mais bien plus, il n'y a pas de bilan. Et le bilan, de toutes les manières, il est visible à l'œil nu. Donc il faut que ce rythme-là, nous l'avons dit depuis, ça fait 3 ans que nous répétons la même chose, soit approprié à la Guadeloupe. Et ce n'est pas le cas. Cette question a été largement débattue pendant ces 2 jours de congrès de la centrale syndicale, de même que l'état du bâti scolaire, la loi travail et les problématiques propres à notre archipel. Avec un mot d'ordre, ensemble pour un syndicat efficace et mobilisé. Ça me rassure de voir que j'ai des collègues, des mandants qui sont au congrès et qui ont pris vraiment la hauteur de la problématique qui est systémique. L'école n'y échappe pas. Nous en payons un lourd tribut. La société va mal. L'école doit jouer son rôle, mais pas seule. Il faut que tout le monde y mette du sien, à commencer par les élus, mais aussi les parents qui commencent à comprendre
et bien évidemment les enseignants. Et quand on demande à Tony Pioche s'il est encore nécessaire de se syndiquer, il répond « Plus que jamais. Vous m'envoyez directement sur cette loi déjà communiquée qui semble ne pas intéresser les fonctionnaires que nous sommes, mais on voit très clairement que le gouvernement commence par frapper le privé et se retournera visiblement vers le public. Donc l'enseignant est d'abord un salarié. Plus que jamais, et on le dit haut et fort, si c'est chez nous, tant mieux, mais si ce n'est pas chez nous, ce n'est pas grave, il faut que tout enseignant soit syndiqué. Une confiance renouvelée pour l'équipe du SNUIPP présidée par Tony Pioche et de nombreux combats pour atteindre les objectifs, à savoir l'égalité des chances, l'accès à l'éducation et au bout, la réussite scolaire. En Guyane, plus de 500 personnes ont répondu à l'appel des syndicats afin de manifester devant le rectorat à Cayenne. Leur objectif, protester contre le revirement du ministère de l'Éducation nationale qui, après avoir promis le passage de toute l'académie en réseau d'éducation prioritaire renforcé, est revenu sur ses engagements. La lutte pour la refonte de l'éducation prioritaire en Guyane suit son cours et l'heure est à l'indignation. Ti moun qui pas travail, ti moun qui t'a sorti sans qualification, faut nous briguer pour ça. Pour briguer, faut nous gagner moyen. Faut nous gagner moyen dans ce pays. Un sentiment de trahison règne parmi les 500 enseignants venus manifester ce matin devant le rectorat de Cayenne. Nous nous disons que nos élèves sont délaissés. L'enseignement en Guyane s'appauvrit. Il faut vraiment que ça avance. La Guyane a une vingtaine d'années de retard en moyens et en moyens humains, financiers par rapport à la métropole. Et il faut que ce retard se comble. Ils se manifestent pour nos enfants. C'est pour nos enfants qu'ils sont là. Donc en tant que parents d'élèves, on est d'abord présents en tant que soutien. Et bien évidemment, nous serons une force de demande et de proposition et d'exigence. Plusieurs élus se sont joints au mouvement. À Paris, une délégation du ministère de l'Éducation a rencontré les parlementaires guyanais ainsi que l'intersyndicale. Le problème de l'éducation dans sa globalité se pose et c'est un vrai message fort que l'ensemble des manifestants souhaitent porter aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. J'espère que le ministère de l'Éducation aura bien compris le sens et la portée du mouvement de la Guyane et prendra la bonne et juste décision pour pouvoir en finir avec cette situation. Il y a un an, l'ancien recteur d'académie Philippe Lacombe annonce le passage en REP+, de la quasi-totalité des établissements de Guyane. Une nouvelle qui vient répondre aux multiples attentes du corps enseignant guyanais qui souffre d'un manque de moyens. Mais c'est à l'arrivée du nouveau recteur Youssoufi Touré que la vérité tombe. La refonte de l'éducation prioritaire en Guyane n'a jamais été d'actualité. Que la parole de la République soit respectée et appliquée. Que ce soit par la voix de Madame la ministre, que ce soit par la voix de ses représentants. Je le rappelle, le 15 septembre, j'étais reçue au ministère. On m'a confirmé le passage de cette REP+, par rapport à d'autres dossiers qui ne pouvaient pas faire avancer, parce que justement, ils avaient mis le paquet sur cette REP+. Aujourd'hui, il y a un autre discours, nous ne pouvons pas l'accepter. On descend dans les rues. Malheureusement, il faut toujours en arriver là. Nous sommes dans la discussion de la concertation avant blocage. On a une divergence de méthode, mais c'est tous ensemble que nous réclamons cette REP+, et ça ne change rien à la force avec laquelle nous la demandons. En fin d'après-midi, les syndicats se sont rencontrés pour discuter des mesures à adopter et surtout pour savoir si oui ou non le mouvement continue. Réalisateur engagé, il s'est fait connaître avec le film Nègre Marron. Boulimique de cinéma, il enchaîne les projets cinématographiques. Le dernier en date, Rose et le soldat, un téléfilm romanesque. Jean-Claude Barny, bonsoir. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, La Rose et le soldat a été tourné en Martinique. Le téléfilm raconte l'histoire de milliers d'Antillais partis rejoindre, au péril de leur vie, les dissidents, les armées gaullistes. Nous sommes en 1942. Quelle est la suite de l'histoire ? C'est-à-dire qu'il y a une rencontre forte entre une institutrice qui a envie de lutter et montrer que son indépendance est réelle et enfin partir pour rejoindre l'indépendance sur laquelle De Gaulle a posé ses bases. Et puis il y a les soldats qui sont aussi sous l'ordre de Vichy, donc pétainistes. Et c'est la rencontre de deux personnages qui vont à la fois lutter et puis essayer de confondre leurs idées. Elle tombe amoureuse d'ailleurs d'un officier qui, lui, justement, est sous le commandement du général de Vichy. Oui, c'est à la fois un combat d'idées, puis c'est un combat idéologique. Mais au-delà du film romanesque, c'est aussi un film sur lequel on pose des bases sur des vraies institutions dans lesquelles la Seconde Guerre mondiale nous a jetés. Alors,
l'héroïne du film s'appelle Rose, elle incarne une institutrice martiniquaise, vous l'avez dit, qui porte la mission de porter les valeurs de l'insoumission face au gouvernement de Vichy. Elle est fonceuse, engagée, très indépendante. Y aurait-il un parallèle avec l'histoire de la traite négrière? Bien sûr, elle porte les valeurs d'indépendance. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une soumission qui ne convient pas, Rose incarne exactement ce que nous avons été, l'indépendance et la liberté. Elle incarne pour moi les valeurs qui sont intrinsèques à notre communauté. C'est ne pas se soumettre à ce qui ne nous convient pas. Ce thème revient régulièrement dans vos films, hein, l'apport des Noirs dans l'histoire de France. On n'en fait pas suffisamment, on ne parle pas suffisamment des Noirs dans le cinéma français? Ben non, je pense que c'est des thématiques sur lesquelles il n'y a pratiquement pas beaucoup de films. Hein. Et puis c'est vrai que quand il y a de la place, il faut la prendre. Et aujourd'hui, ces films-là correspondent vraiment pour moi à des valeurs à la fois cinématographiques, mais des valeurs humaines sur lesquelles on doit aussi, nous, en tout cas, proposer notre voix. Plus de 2 millions de téléspectateurs étaient devant leur téléviseur pour regarder Rose et le soldat, diffusé le 20 avril dernier. On est quand même loin des 4 millions pour Tropicamère. Est-ce que vous avez été déçus? Non, en fin de compte, c'est vrai que les 2 millions, nous on avait établi sur 3 millions. Donc ça c'est un peu le démat que cherchait France 2. L'époque de Tropicamère c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, ça il faut le rappeler. Et aujourd'hui faire 2,3 millions en téléfilm sur un sujet aussi difficile, c'est quand même une vraie prouesse de force. Hein. Je veux dire, même les spécialistes qui ont vu ce qu'on a fait étaient surpris qu'on a réussi à réunir 2 millions de spectateurs sur un sujet aussi compliqué et complexe et sur un film sur lequel il n'y avait pas énormément d'attentes. Donc on peut dire à la fois c'est un succès en soi, mais on fera beaucoup mieux, je pense, la prochaine fois. Alors, de nombreux efforts ont été faits pour une meilleure reconnaissance de l'histoire des Noirs, généralement intégrée dans l'histoire de France. Je pense à la construction du Memorial Act, la création d'une nouvelle fondation souhaitée par le président de la République, la question également des réparations qui revient sans cesse chaque année. Quelle est votre position sur cette question ? Moi, je pense qu'en fait, si on reprend l'histoire et surtout pendant l'époque de l'Allemagne nazie, où les pays qui se sont fait envahir, parce que c'était quand même une vraie question qui a été posée à l'époque, ont demandé réparation à l'Allemagne nazie. Ils se sont partagés des territoires, dont les colonies, et donc se sont fait rembourser de cette époque-là. Donc je ne sais pas pourquoi que nous, on ne devrait pas aussi demander réparation. Après, il ne s'agit pas de rendre à chacun d'entre nous une somme forfaitaire. Je pense qu'il faut créer un fonds commun défini par des experts et mettre ce fonds dans des commissions, dans des fonds. Donc des réparations financières ? Ben, je pense qu'il faut absolument, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas pour nous, et le nerf de guerre, c'est l'argent. Je pense que concrètement, si on veut rattraper un retard qui ne nous le prête pas, il faut qu'on le prenne. Alors, dans ce téléfilm, le nombre d'acteurs noirs et métis est supérieur à celui des acteurs blancs, ce qui est plutôt rare, et il faut le reconnaître. Est-ce que vous rêvez d'un cinéma noir français engagé ? Bien sûr, je ne le rêve pas et j'ai envie de le construire. Pour moi, c'est évident que là où on va, c'est à la fois de construire un cinéma afro-caribéen qui soit pas forcément indépendant, mais qui se constitue à la fois dans des studios, dans des majors, et où nos histoires sont à la fois reconnues, mais il ne s'agit pas de se démarquer, mais au contraire de fusionner avec ce cinéma, je dirais, plus ou moins étatique, dans lequel nous, on a encore des choses à dire. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas se fondre dans la masse pour être accepté ? Non, absolument pas. Je crois qu'il faut garder notre traçabilité. Il faut vraiment qu'on soit vraiment visible sans forcément se compromettre. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les films de genre. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans les miens. C'est que j'essaie en tout cas de faire des films qui se remarquent tout en restant intègre et pas forcément me noyer dans cette masse sur laquelle nous, on ne pourra pas y survivre. Jean-Claude Barny, vous êtes guadeloupéen. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous avez l'impression d'avoir parcouru un chemin intéressant, d'avoir apporté votre pierre à l'édifice ? Alors, je ne suis pas sûr que c'est moi qui dois y répondre, mais c'est clair que maintenant, au bout de quelques films, mes films commencent à ressembler à une sorte de thématique. Et l'engagement que j'ai, c'est d'abord évidemment lié à ma communauté, et puis aux différents relents de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pas que. J'essaie de faire des films universels, des films qui se... Vous savez, faire 2 millions, c'est pas que 2 millions d'entiers, c'est élargir le public. Donc c'est plutôt ça ma vocation, c'est faire connaître notre communauté, nos différents parcours dans l'histoire, à des gens qui ne sont pas forcément sensibles ou concernés. Et c'est ça, je ne vais pas convaincre des gens qui sont convaincus. J'essaie de convaincre des gens qui ne sont pas forcément intéressés par notre histoire.
Vous avez le sentiment que la question des Noirs intéresse finalement les Français? Elle intéresse forcément, parce que chaque fois qu'il y a un film qui parle de nous, il y a soit un retour en termes d'audimat, il y a soit un retour en termes de questionnement. Après, évidemment qu'il faut qu'on les fasse bien. Ça, c'est en tout cas le ouvrage nécessaire. Il faut que nos films ont du fond et de la forme. Mais par là, je peux dire qu'aujourd'hui, le public métropolitain est pas curieux, mais est aussi en attente de nous voir dans des positions beaucoup plus fortes que ce qu'on nous a mis jusqu'à maintenant. Avec votre producteur, vous êtes déjà en train de préparer un autre projet. Enfin, vous avez 2 projets en cours, Le Gang des Antillais, et également en écriture un projet sur la vie de Frantz Fanon, qui est engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et de la décolonisation de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir? Alors, Le Gang est terminé, pratiquement. Et je pense qu'il va sortir en octobre en Guyane et Martinique et puis Guadeloupe. Ça, c'est pour Le Gang des Antillais. Et puis en métropole en novembre. C'est un film qui a été très loin monté parce qu'évidemment, c'est un film que j'ai voulu avec une vraie thématique. C'est un film de genre. Quand on dit film de genre, pour nous, c'est plutôt un film afro-caribéen. Et puis c'est un grand écart entre moi, le cinéma que j'adore, qui est le cinéma européen des années 50, 60, 70, et le cinéma noir américain. Donc je pense que ce film, pour moi, est un objet à part. Et ensuite, vu que nous sommes comme une communauté où on aime les projets, on aime avancer, on a mis en chantier il y a 2 mois un rêve qui est de faire une sorte d'autobiographie de Frantz Fanon pendant sa période algérienne. C'est vraiment une partie de sa vie. On commence pendant son arrivée à Blida, pendant la guerre, en pleine guerre d'Algérie, jusqu'à sa mort. C'est un long métrage qui pour moi est nécessaire, comme les films comme Martin Luther King, Selma ou comme Malcolm X. Ce sont des personnages forts, et puis aussi on n'a pas eu que Delgrès. Et puis c'est rentré un peu dans un truc beaucoup plus contemporain, une histoire beaucoup plus contemporaine, en incarnant un personnage comme Fanon à l'écran. Merci Jean-Claude Barny d'avoir répondu à nos questions ce soir. Les vols de cyclomoteurs se multiplient ces derniers jours en Guyane. C'est le constat, en tout cas, des forces de l'ordre. Des contrôles renforcés ont été mis en place sur l'île de Cayenne. On regarde le reportage d'Ayodele Germa d'ATV Guyane. C'est à pied que celui que nous appellerons Tonio se rend désormais au travail. En début d'année, il a été victime d'une tentative de vol de son scooter, une tentative infructueuse grâce à l'intervention d'un passant. Mais il y a 2 semaines, il n'a pas eu la même chance. Ils m'ont vu, ils m'ont suivi, et alors j'ai tout de suite compris qu'ils voulaient faire quelque chose de pas sympa. Et donc j'ai essayé de les semer. Et je tournais plusieurs fois dans les routes de Montjoly. Jusqu'au moment où je suis retourné sur la route de plage, je suis arrivé au restaurant chinois du début de la route de plage. Je suis même rentré dans le resto, dans la véranda du resto, et ils m'ont suivi là-bas et ils m'ont pris le scooter. Le vol de cyclomoteurs est un phénomène de plus en plus fréquent sur l'île de Cayenne. Sur les 4 premiers mois de l'année, le commissariat de Cayenne a comptabilisé 180 plaintes, contre 160 l'année dernière, dans la même période. Donc ce ne sont pas des chiffres anodins, et s'y explique d'ailleurs le nombre de saisies que nous faisons, puisque le nombre de vols est important, un peu plus important que l'année dernière, mais on reste quand même dans les normes des années précédentes, et on en retrouve quand même un certain nombre. Sur la dizaine de cyclomoteurs saisis chaque semaine par les forces de l'ordre, la moitié a été subtilisée à leurs propriétaires. L'important pour nous, c'est d'avoir bien sûr la plainte, extrêmement important, puisqu'on va avoir les caractéristiques, les numéros de châssis du cyclomoteur. Et on va essayer, lorsqu'on va retrouver le cyclomoteur, d'identifier le propriétaire en espérant qu'il reste encore des choses visibles. Lorsque les 2 roues sont retrouvées, les propriétaires sont prévenus et peuvent récupérer leurs biens. Mais souvent, les cyclomoteurs sont difficiles à identifier en raison des numéros de châssis refrappés et des fausses plaques d'immatriculation. Pour freiner le phénomène à Cayenne, les forces de l'ordre opèrent jusqu'à 2 contrôles routiers par jour. Pourquoi aucun séisme majeur ne s'est produit depuis 2 siècles dans le segment des Petites Antilles du Nord, alors que nous sommes dans une zone à risque sismique élevé? C'est la question que s'est posée une équipe de scientifiques appartenant à 10 instituts et universités de recherche de l'Hexagone et de la Caraïbe. Ils ont analysé des données récupérées lors d'une campagne de thèse qui s'est déroulée à bord du navire de la marine océanographique nommé « Pourquoi pas ?» Reportage Isabelle Hameau, Patrick Curie. C'est à l'aide des canons à air gonflés à 140 bars que des données ont pu être récupérées puis transférées aux scientifiques sous forme de coupes géologiques
pour être visualisées et traitées. Ces données de sismique réflexion, on appelle ça, elles nous donnent une image, une sorte de coupe géologique des structures de la Terre en profondeur jusqu'à cette zone de subduction où les deux plaques passent l'une sur l'autre et puis un petit peu dans la plaque inférieure. Donc ça nous permet de voir s'il y a des failles, s'il y a des structures, s'il y a des bassins sédimentaires, comment ça se déforme, comment ça s'organise. Et cette organisation nous permet de déterminer les différentes déformations et voire même de reconstituer dans le temps l'évolution de ces déformations et donc de comprendre comment un petit peu fonctionnent ces zones de subduction. La zone étudiée partait de Trinidad en passant par Porto Rico, la Martinique et Antigua. En clair, toute la boucle des Petites Antilles du Nord, qui est une zone de subduction, donc sismique, et qui n'a pas connu de séisme majeur depuis 2 siècles. Il y a des séismes tout le temps, dans les Petites Antilles comme dans toutes les zones de subduction, mais heureusement, la plupart sont des petits séismes qui sont soit pas ressentis, soit peu ressentis par la population. Ils sont enregistrés par les sismologues. Là, si on parle des très gros séismes, des séismes de magnitude 7 ou 8, comme on connaît toutes les zones de subduction, il y a un facteur important à prendre en compte, c'est effectivement le temps de récurrence. Donc il y a environ 150 ans, 1843, pour le dernier très gros séisme en Guadeloupe. C'est un temps qui à l'échelle humaine peut paraître important, mais en fait à l'échelle du globe c'est rien du tout. Donc les séismes sont issus de l'énergie qui s'accumule dans le sous-sol et les Petites Antilles connaîtront d'autres gros séismes comme celui-là, c'est quasiment certain, on ne sait pas quand, mais c'est quasiment certain. Le problème c'est que ces petits séismes relâchent une très petite quantité d'énergie, comparativement à l'immense quantité d'énergie qui est accumulée à cause donc, du coulissement des plaques dans les zones de subduction. Donc en fait, non, malheureusement, ça ne libère pas intégralement l'énergie accumulée. La seule chose qui peut résoudre ces énergies-là, ce sont les gros séismes qui peuvent les libérer. La mission ne fait que débuter. Un doctorant de l'Université des Antilles intégrera l'équipe en septembre pour poursuivre la recherche. Dans 5 ans, les scientifiques se rendront dans le bassin de Grenade pour de nouvelles études. Restez avec nous dans un instant, de l'innovation et du génie avec le concours Robot Intercollège lancé dans plusieurs établissements de la Guadeloupe. Et puis nous verrons la persévérance et le labeur de 17 jeunes récompensés à la ville des Abîmes. Hier, les éleveurs de bovins de la Guadeloupe bloquaient l'accès à la chambre d'agriculture à Abemao. Ils manifestaient leur désarroi face aux nombreuses pertes d'animaux liées à des attaques de chiens errants. Quelles solutions envisageriez-vous pour limiter le nombre de ces chiens errants? On regarde vos conseils recueillis par Bénédicte Jourdier. La solution qu'il y a maintenant, c'est chaque propriétaire qui a son chien, essayer de retenir son chien le soir, de ne pas le lâcher pour aller emmerder les autres. Et de leur donner des poisons pour pouvoir le tuer. Ah oui? Mais oui, puisqu'ils sont fins et leur maître ne donne pas à manger convenablement. Alors il faut les éliminer. Mais il y a aussi des chiens qui sont sauvages, c'est des meutes en fait. Hein. Il n'y a pas forcément des propriétaires. Non, mais il y a des chiens qui sont errants, bon, mais de toute manière qui vont à la poubelle. Bien sûr qu'il y a des solutions, mais il faudrait que la population puisse déjà considérer l'animal et respecter l'animal déjà et ne pas les attacher quand ils sont adoptés. Et souvent, les propriétaires de ces animaux lâchent les petits dans la rue. Et du coup, les petits sont abandonnés. Donc pour subvenir à leurs besoins de nourriture, ils sont obligés de fouiller dans les poubelles ou d'aller attaquer, bien sûr, les bétails. Donc ces animaux n'ont pas le choix, hein, il faut qu'ils vivent. Donc effectivement, si les maires ou la région pouvaient mettre des structures en place pour recueillir ces animaux et faire suivre des adoptions par la suite, je pense que ça résoudrait bien sûr les problèmes. Il faut détruire les chiens. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a la fourrière ou bien les tétaniser ou bien s'il n'y a pas de solution, hein, mais bon, pour faire comme pour les ramasser ou bien aussi trouver leur maître aussi. Il y a ça aussi. Parce que c'est pas normal quand même qu'on a pas mal de chiens errants qui s'en mettent, les gens ils prennent des chiens et ils ne s'en occupent pas, alors ils devraient être pénalisés aussi. Mais moi j'ai entendu parler qu'il y avait, pour ceux qui avaient des revenus, un minimum de revenus du RSA ou ce genre de choses, je crois qu'il y a des vétérinaires qui stérilisent gratuitement les animaux. Je pense que ce serait ça qu'il faudrait mettre en avant et responsabiliser aussi les gens qui prennent des chiens
et des chats et qui après, quand ils déménagent, ils n'ont pas de solution et ils les abandonnent, quoi. C'est ça qui est terrible pour la bête. Et pour ce qui est des chiens errants, d'émeutes? Chiens d'émeute, le problème, ça vient toujours de l'humain qui prend un animal et qui le laisse dans les rues, quoi. Pour les chiens errants, moi je préfère que si les propriétaires n'ont pas de solution, de détruire les chiens. C'est tout. Parce que nous sommes des éleveurs et on ne peut pas nourrir des bêtes pour que les chiens viennent bouffer comme ça. Les chiens n'ont pas forcément de propriétaire, les chiens errants? Eh bien, les chiens qui n'ont pas de propriétaire, il faut les détruire, il faut les mettre dans une fourrière. C'est tout, c'est la solution que je vous dis. Il faut qu'on prenne les chiens et puis les mettre quelque part ou je sais pas moi, pour les tuer quoi, pour les mettre quelque part. Aux fourrières, c'est comme c'est une fourrière. Il y en a beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup. C'est dangereux aussi les chiens errants. Les animaux comme l'homme appartiennent à la nature, il faut les laisser vivre, c'est tout. 12 collèges se sont lancés dans une compétition de robots, le Robotic First Guadeloupe, une initiative de l'archipel des sciences pour valoriser la filière technologique et intéresser les jeunes aux matières scientifiques. Ce matin, c'était au tour de l'équipe du CREPS de présenter son prototype. Reportage Karen Diama. Nathan et ses camarades réalisent les derniers ajustements sur le robot qu'ils présenteront au premier concours de robotique intercollège de la Guadeloupe. On le programme avec un ordinateur et il y va. C'est simple parce que les logiciels sont adaptés aux enfants de 9-14 ans. Malgré leur facilité à utiliser ces outils, les élèves sont tout de même accompagnés par certains de leurs professeurs. Ici, le professeur de mathématiques en a la charge. Tous les professeurs qui participent sont coachs. Alors pourquoi le professeur de mathématiques? Simplement en termes de stratégie, avec tous les calculs aussi de vitesse, de nombre de tours de roue, calcul d'angle aussi, donc tout ce qui est trigonométrie. Une aide précieuse qui devrait permettre à la Magic Roboteam du CREPS de répondre aux différentes épreuves du concours. On doit réaliser certaines des missions. Donc par exemple pousser un camion jusqu'au bout, trier quelques déchets. Ils doivent programmer le robot afin qu'il effectue un parcours avec 12 missions et marquer le plus de points possible en 2 minutes 30. Organisée à l'échelle nationale, cette compétition permettra aux élèves de s'adonner à la robotique, une première en Guadeloupe. Cette année, on a voulu donc faire ce concours sur le plan académique avec une sélection académique. Donc cette année, on a 12 établissements donc, qui participent et qui vont s'affronter entre guillemets. Pourquoi on a fait ça? C'est justement pour permettre aux petits Guadeloupéens donc, de pouvoir participer à un concours international. C'est un concours qui va au-delà de la Guadeloupe. À l'issue de cette compétition, une équipe parmi les 12 ira représenter la Guadeloupe lors de la grande finale à Montréal en 2017. Ils sont sortis du cursus scolaire sans qualification, mais ont obtenu leur titre professionnel d'agent d'entretien du bâtiment. Ce matin, aux Abîmes, 17 jeunes ont été récompensés pour leur travail et leur persévérance. Une réussite pour ces derniers, mais également pour la collectivité et les équipes de l'école de la Deuxième Chance qui, depuis plusieurs années, misent sur les chantiers d'insertion pour réinsérer les jeunes. Linda Kayarsi. Après plusieurs mois de formation, Jonathan obtient un précieux sésame, le titre professionnel d'agent d'entretien du bâtiment. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, d'accord, comme toutes les formations je pense. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été correct. Je suis sorti du centre de formation, j'ai intégré une entreprise déjà. Donc voilà, je pense y rester pendant un petit moment et j'espère que ça va durer. Comme lui, ils sont 17 jeunes à avoir décroché leur diplôme, avec une première expérience professionnelle, la construction de cette maison de style colonial. Il y a 2 chantiers d'intégration, celui de la maison coloniale où nous sommes actuellement et celui de l'atelier relais à Dotémar, donc à 300 mètres plus loin. Donc nous avons intégré 2 fois 12 jeunes pour une durée d'à peu près 1 an et demi qui devait donc à la fois
dans un cadre de formation et dans un cadre de chantier, donc acquérir certaines techniques pour obtenir leur titre professionnel que nous allons leur remettre aujourd'hui d'agent d'entretien du BTP. Des chantiers de réhabilitation, avant tout des supports de formation, mais aussi un prétexte pour mettre ces jeunes dans une situation professionnelle favorable pour se réinsérer. Cette cérémonie pour nous aujourd'hui démontre la détermination et la motivation de ces jeunes qui, effectivement, à l'origine très éloignés de l'emploi, qui démontrent qu'avec persévérance, avec un accompagnement de qualité, que ce soit au travers des formateurs de l'école de la deuxième chance, de Formatec et aussi de la ville des Abîmes, que nous avons la capacité de mettre sur une dynamique positive des jeunes qui ont en réalité de vraies compétences, mais qui ne demandent qu'à être valorisés. Une belle réussite pour la ville des Abîmes, qui, à travers ses nombreux chantiers d'insertion, souhaite mener une véritable politique pour l'emploi des jeunes. L'insertion est un véritable enjeu pour la ville des Abîmes, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur le territoire qui compte le nombre le plus important de demandeurs d'emploi et de jeunes en difficulté. Donc le pôle FIER, c'est une cellule opérationnelle qui a pour but de recenser notamment les jeunes qui échappent à tout recensement au niveau des services publics de l'emploi, comme la mission locale, le pôle emploi. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de leur donner la chance d'exprimer leur talent, notamment sur un chantier d'insertion. Sur les 17 jeunes diplômés, 8 ont déjà décroché un emploi dans une entreprise du BTP. Il s'annonce comme l'un des événements les plus prometteurs pour commémorer l'abolition de l'esclavage. L'an passé, près de 5000 Guadeloupéens avaient fait le déplacement pour assister au festival Héritage Mémoire Vivante. Laurence Makiaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la coproductrice de cet événement, mais également organisatrice de ce festival qui aura lieu le 27 mai, non loin des marches des esclaves à Petit Canal. Un lieu riche en symboles. Oui, c'est un lieu riche en symboles. C'est pour les Guadeloupéens, au-delà des Canaliens, l'endroit qui a toujours été, même quand on disait qu'il ne fallait pas commémorer l'abolition de l'esclavage ou autre chose, le symbole de cette commémoration. Au-dessus des marches des esclaves, il y a un monument qui s'appelle le monument de la liberté, qui serait le premier monument construit, mis en place pour symboliser la fin de cette seconde abolition de l'esclavage, en fait. Vous avez décidé pour cette deuxième édition de mettre en lumière nos liens avec l'île d'Haïti. On a le sentiment que vous souhaitez réconcilier un petit peu ces peuples noirs avant tout. Ces liens étaient-ils rompus ? L'idée du festival en général, c'est de réconcilier les gens déjà avec l'histoire. Parce qu'on est souvent dans des passions, dans des batailles de chapelle, de moi je veux des réparations, moi je n'en veux pas, moi je suis historien, moi je suis sociologue, et chacun se bataille. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, on se pose, on a tous des idées, des façons de voir les choses différentes, et l'idée c'est vraiment de parler de l'histoire et de comprendre qu'est-ce qui fait que nous sommes nous. Et en faisant des recherches, en regardant et en allant visiter d'ailleurs Haïti et le Mupana, on se rend compte qu'il y a beaucoup de résonance, de résurgence. On rencontre le peuple et moi je vois les Guadeloupéens. Donc c'est de là que c'est parti cette idée-là, en sachant qu'en prenant le temps de faire des recherches ou autre chose, on parle beaucoup d'immigration haïtienne. Il y a eu beaucoup d'immigration guadeloupéenne et il y en a encore beaucoup d'immigration guadeloupéenne en Haïti. Donc l'idée c'est de prendre le temps et de discuter, de parler, d'apprendre de façon conviviale autour de l'histoire. Vous parlez de clivage et vous choisissez Haïti. Pourquoi ? Alors, justement parce que c'est quelque chose qui nous a paru très contemporain quand on voit l'actualité récente, quand on voit par exemple des unes de journaux qui demandent est-ce qu'on est en train d'être colonisé par Haïti, celle-là elle m'a bien choquée. Je me suis dit que ce serait l'occasion ce jour-là de prendre le temps de savoir que il y a eu un moment où ces deux îles-là ont été sœurs, ont été proches. La première abolition de l'esclavage, la Martinique ne l'a pas connue, mais Haïti et Guadeloupe l'ont connue. Et c'est grâce à des Guadeloupéens qui ont été portés des informations qu'Haïti a su qu'il fallait se battre pour avoir sa liberté. Donc 1802, pour nous, on perd la guerre. 1802, eux, ils la gagnent. Et ils ont l'indépendance en 1804. Donc c'est clairement un symbole fort de se dire, de ces événements-là, de ces relations-là avec la France aussi, ça fait ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura également des représentants de l'île d'Haïti en Guadeloupe pour cet événement ? Alors, on aura un sociologue qui est là, qui s'appelle M. Auguste Join, qui sera à la conférence, qui est haïtien, donc qui a déjà fait beaucoup de travaux à ce niveau-là. La conférence, elle est parrainée par le CORECA,
d'accord? Donc autour de ces sujets-là, avec aussi des personnes qui vont parler des relations que nous avons actuellement, mais aussi dans l'histoire. Monsieur René Bellénus qui va prendre le temps de nous expliquer un petit peu où on en est, qu'est-ce qui s'est passé et les liens qu'il y a entre nous. Justement, on y arrive. L'an passé, il y avait près de 5000 personnes sur ce site. Il faut dire que l'événement est particulièrement riche. On retrouve 2 volets. Le premier, c'est celui de la réflexion, avec l'intervention d'universitaires. Quels sont les autres, justement, militants et universitaires qui seront présents et quelles seront les thématiques abordées? Alors, sur la première partie, il y a déjà un premier jour, c'est le 26. Il y a un film, donc on va passer par la case cinéma où on va apprendre un peu plus sur l'histoire d'Haïti, une histoire contemporaine pour le coup, avec un documentaire sur l'époque Duvalier. Et le deuxième jour, on a donc cette conférence-là et on a un village autour des marches des esclaves où les associations qui font de l'éducation à l'histoire ou autre chose, qui partagent et qui font vivre cette histoire, mais aussi des artisans qui aussi créent de leurs mains des choses qui font penser à cette histoire-là et à nos traditions, et des traditions culinaires aussi, seront là pendant toute la journée. Et puis ensuite, le soir, on aura un déboulé haïtien et après le grand concert. Mais oui, justement. Alors, le second volet, c'est la partie artistique qui draine en général beaucoup de monde. Vous avez fait appel au talent de Pascal Vallot pour la direction artistique. À quoi devons-nous nous attendre ce vendredi après-midi jusqu'au soir? À quelque chose de totalement novateur, parce que le principe aussi, c'est de ne pas avoir une scène qui soit faite pour l'occasion où l'artiste vient faire son titre promo, mais qu'on soit pour quelque chose où il y a une vraie communion autour de la thématique. Donc il y a des créations, il y a des collaborations qui sont inédites et qu'on ne verra peut-être que sur le festival avec le groupe Akio, avec Paul Beaubrun qui nous vient d'Haïti. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on sorte des sentiers battus et qu'on se mette en commun et qu'on fasse quelque chose de novateur. Il y aura également des têtes bien connues, je pense à Éric Pédurand, Florence Napri. Florence Napri, c'était l'an dernier, mais Tricia Evie est là cette année. On a aussi Akio, Joëlle Ursule, qui est une femme assez engagée. Donc voilà, donc on a un plateau qui est fait comme ça, avec un mélange entre tambour. Enfin voilà, il faudra venir vendredi. Autre originalité de cette année, les Pointois pourront se rendre sur le site de Petit Canal par la voie maritime. Et les Canaliens pourront aller aussi à Pointe-à-Pitre. Nous avons un partenariat cette année avec le Mémorial Act. Il y aura une navette qui partira dans chaque sens, donc de Pointe-à-Pitre vers Petit Canal, de Petit Canal vers Pointe-à-Pitre, déjà pour se rappeler de ce chemin que faisaient les bateaux de Beautiran, qui est jusqu'à Petit Canal, vers l'usine d'Arboussier. Donc c'est un peu ce trajet-là qui va être fait. Et les gens vont apprendre un petit peu l'histoire via la mer. Donc les canaux, les îlets appartiennent à qui, les petites histoires qui y a à côté, comment est morte Mancoco, enfin voilà, toutes ces anecdotes-là. Parce qu'il y a aussi une histoire qui vient de la mer, qui fonde la Guadeloupe. Merci Laurence Macabe. Alors 2 dates à retenir, celle du jeudi 26 au soir avec la projection de film et puis le vendredi 27 mai. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous savez que la station thermale de Ravenschaud a été inaugurée vendredi dernier. Alors la structure accueillera le public à partir du mois de juillet. Une satisfaction pour le maire de la commune qui vante lui-même les vertus de sa structure. Le reportage est signé Karen Diam. On regarde. Sur le site de Ravenschaud, on retrouve une eau aux multiples vertus qui provient des profondeurs de la source. Une eau naturellement sous pression qui jaillit sans aucun pompage. C'est une eau qui a des vertus, qui a des minéraux. On trouve le calcium, on trouve du magnésium, on trouve du sulfate, on trouve du potassium. On trouve tout cela dans l'eau. Et cette eau-là a une qualité aussi, c'est qu'elle est pure. C'est une eau artésienne. Des vertus associées à des activités physiques ou thermales dont pourront profiter les visiteurs de l'espace thermoludique René Toribio. Il y a bien sûr les 2 bassins où les gens pourront s'y baigner librement, mais il y a aussi des prestations. Donc parmi ces prestations, il y aura l'aquagym, il y aura l'aquabike, mais il y aura aussi des prestations pour les femmes enceintes, oui bien sûr, parce qu'il y a eu des accompagnements qui sont prévus pour ça, pour les personnes âgées, pour les personnes en difficulté par rapport à certaines maladies et autres. Ravenschaud a une vocation thérapeutique, une vocation de remise en forme, une vocation de bien-être. Les gens qui sont stressés, je leur dis ça. Vous avez perdu le sommeil? Venez ici pour un petit bain à Ravenschaud pour retrouver le sommeil. Et pourtant, ce petit coin de paradis était loin, bien loin de voir le jour.
Ça fait des années que les Lamantinois attendaient cela. Une première municipalité l'a promise, elle n'a pas pu le faire. Une deuxième municipalité l'a promise, elle n'a pas pu le faire. Nous l'avons fait, nous l'avons réalisé. Nous avons fait tout ce que vous avez vu là. Il n'y avait pas un mur de construit. On avait cassé l'existant, et à part les murs en pierre qui étaient conservés et que nous avons gardés dans, bien sûr, la nouvelle structure, il fallait tout faire. Une immense fierté pour ce Lamantinois originaire de la section qui se souvient d'un pan de l'histoire lamantinoise. Je suis de Ravenshood. Je suis né dans ce quartier. Je passais mes vacances ici. Donc pour moi, fils de ce quartier, reconstruire Ravenshood, j'ai réalisé un rêve collectif. J'ai porté un rêve collectif avec l'ensemble du conseil municipal et des élus qui m'ont accompagné. Nous avons pu faire ça. Avec un bassin de 180 mètres carrés de surface, l'autre de 300 et une capacité d'accueil de 200 personnes, le site de Ravenshood se veut véritablement attrayant. Ravenshood est à la fois lamantinois, guadeloupéen, national et international. Vous savez, vous tapez sur Google Maps Ravenshood, ça vous emmène directement sur le bassin qui est là. Donc c'est pour vous dire que c'est un site qui est connu sur le plan international. Des Canadiens venaient en cure ici à Ravenshood. Dans près d'un mois, le site rouvrira ses portes au grand public. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Armez-vous de patience et faites des réserves d'eau. Il y aura des coupures d'électricité mercredi au Moule dans plusieurs sections, des coupures d'eau notamment à Matignon et à Rousseau. Un retour à la normale est prévu en fin d'après-midi. Et puis également des coupures d'eau à Sainte-Anne, Saint-François, avec un retour à la normale prévu par contre cette fois le jeudi 26 mai en début de soirée. Et si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile sera demain au centre commercial Millénis de 13h à 17h30 et jeudi face au Super U de Saint-Jules à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. C'est la fin de cette édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.